Richesse. Bonjour. Bonjour. Alors après avoir exercé dans de nombreux domaines, puisque vous avez été notamment attaché de presse, chef d'un commissariat et vous avez été pompier réserviste, vous êtes devenu porte-parole du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous voulez bien expliquer un petit peu à nos abonnés quel est votre rôle à ce poste ? Alors le porte-parole, par définition, il porte la parole. Donc il va s'exprimer dans les médias télévisuels, presse écrite et sur les réseaux sociaux. Il va porter la voix des agents de ce ministère. Il y a 300 000 agents dans ce ministère, des policiers, des gendarmes, des pompiers, des agents de préfecture. Et mon travail, c'est d'expliquer ce qu'on fait, comment on fonctionne, par là même des fois d'expliquer la loi, le droit, les modalités de vie en société, les réglementations, les normes. Et donc, au-delà d'expliquer le travail stricto sensu des agents du ministère, c'est souvent sur des questions d'organisation de la société, voire des questions assez républicaines finalement qu'on m'interroge dans les médias. Ça peut être par exemple sur l'immigration, qui est un des champs missionnels du ministère de l'Intérieur. Donc voilà, un grand domaine et j'exprime la manière de fonctionner du ministère, le travail des agents et j'exprime les positions de ce ministère. Donc je ne dis pas ce que je pense, même si je pense souvent comme pense mon ministère, parce que quand on ne croit pas en ce qu'on dit, ça se voit. Donc l'idée, c'est d'être bien en adéquation avec les valeurs et avec ce qu'on porte. Mais voilà, j'exprime une position institutionnelle, contrairement à un ministre qui va exprimer une position politique. Et comment on arrive à un tel poste ? Est-ce que pour vous, c'était un objectif ou est-ce que ça se fait au fil des choses ? Alors ça se fait toujours un peu au fil des rencontres, au fil aussi de ses expériences. Mais je veux dire, moi j'ai toujours beaucoup aimé le domaine de la communication. D'ailleurs, après mes études, c'était mon premier travail de travailler dans le monde des médias. Et moi, je crois énormément à l'importance de la liberté de la presse dans une démocratie. Et le fait de donner des points d'entrée pour des journalistes dans des grosses institutions régaliennes comme le ministère de l'Intérieur, c'est aussi un moyen de leur donner de l'information. Souvent, ils m'appellent pour vérifier un chiffre, comprendre ce qui est en train de se passer, etc. Et donc, quelque part, quand on est communicant dans un ministère régalien comme celui du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, on participe à faire en sorte que les journalistes aient des bonnes informations. Donc, quelque part, on participe à cette liberté de la presse qui est quand même un des piliers de notre République. Est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes particulièrement fière dans le parcours que vous avez eu jusqu'à arriver à ce poste ? Il y a plein de petites fiertés, oui, parce qu'il faut bien se faire plaisir. Mais ma plus grande fierté, je pense, c'est d'avoir autour de moi une équipe de jeunes et moins jeunes personnes qui sont super. Et donc, c'est un bonheur tous les jours d'aller travailler, de les rencontrer, de les voir évoluer aussi dans leur environnement, dans ce monde médiatique qui change tout le temps, aussi avec les réseaux sociaux qui viennent bousculer plein de choses. Donc voilà, ma plus grande fierté, c'est d'être bien entourée au quotidien. Très bien. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce que serait le plus grand défi de la communication ? On a vu aujourd'hui que de plus en plus sur TikTok ou Instagram, il y a de plus en plus d'agents du gouvernement qui prennent la parole sur ce genre de plateforme. Comment vous vous placez par rapport à cette communication ? Alors, moi, je pense qu'il faut comprendre le monde dans lequel on vit et les tendances médiatiques, la tendance aussi de la consommation de l'information. Et donc, il faut la comprendre et finalement former nos agents à bien utiliser ces codes-là. Pendant une époque, on interdisait tout simplement à des policiers, à des gendarmes par exemple, de s'exprimer sur les réseaux sociaux. On n'en est plus là aujourd'hui. Enfin, c'est vain, la société est ce qu'elle est, les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. En revanche, savoir comment les utiliser, comment bien les utiliser, pour faire aussi passer des messages, c'est ça l'objectif, pour des fois renvoyer aussi une bonne image de son métier ou pour parler de son métier mais sans se mettre en danger, ni soi personnellement, ni des enquêtes judiciaires par exemple en cours. Donc il faut arriver à trouver le bon curseur, le bon équilibre. Donc pour moi, tout ce qui est de l'ordre de l'interdiction, c'est vain. Mais voilà, sensibiliser, montrer aussi le pouvoir et la magie de ces outils, c'est intéressant. D'ailleurs, vous le savez peut-être, mais on a développé des ambassadeurs qui sont sur les réseaux sociaux, donc qui sont un petit peu officialisés quelque part par l'institution, qui ont une vraie liberté de ton. Moi, je crois beaucoup en la transparence, ça fait partie des réseaux sociaux. Il faut raconter les choses avec sincérité, mais tout en utilisant les codes, les formats et en se protégeant, parce que c'est aussi sur la toile, on le sait, il y a beaucoup de dérives, donc se protégeant de ces dérives, des trolls, des détracteurs qui peuvent être extrêmement vifs. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu d'éducation aux réseaux sociaux. Et puis peut-être le plus grand défi pour nos institutions, c'est
d'accepter de se défaire d'un certain nombre de rigidités. Dans le domaine de la communication, il faut arriver à être souple, à être fluide, tout en sachant jusqu'où aller, jusqu'où aller trop loin même, je dirais, quelles barrières on met à tout cela, dans quel champ on refuse d'aller, parce que ce n'est pas notre positionnement. Mais ça oblige les institutions à mûrir et à simplifier des rouages qui des fois sont très hiérarchiques, très administratifs. Et la communication, finalement, c'est l'aiguillon, c'est le moteur de ces changements-là. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Merci. Vous êtes ce qu'on appelle un rôle modèle pour les plus jeunes. C'est-à-dire que votre carrière est inspirante pour les personnes qui veulent faire de la communication ou même autre chose. Est-ce que vous avez eu plus jeune des personnes qui ont incarné ce rôle vous vouliez faire pareil comme sur Florent ou... Alors oui, j'ai des personnes qui ont compté pour moi. Moi, j'ai un peu de mal avec cette idée de rôle modèle. Je ne me vois pas forcément comme ça. Moi, j'ai notamment 2 personnes qui ont beaucoup compté pour moi. Déjà, ma prof de géographie quand j'étais à la fac. Voilà. J'étais une amoureuse à l'époque, mais encore maintenant, des questions humanitaires et internationales. Voilà. Et donc, elle s'appelle Sylvie Brunel, elle est géographe, elle est un petit peu connue. Je la vois de temps en temps, elle m'invite déjeuner, comme une prof amène déjeuner son élève. Et voilà, elle a beaucoup compté pour moi. Elle a fait des choix aussi que je trouve très inspirants. Par exemple, on lui a proposé des portefeuilles ministériels, on lui a proposé de se lancer en politique. Et elle a toujours eu l'équilibre personnel de dire non, j'ai pas envie de m'exposer, de me mettre en danger dans ce champ-là. Donc voilà, c'est des échanges qu'on peut avoir très intéressants, en plus de cette fibre humanitaire qui nous anime toutes les deux. Et puis une commissaire de police aussi, qui est sur un poste international à Londres actuellement. Et qui, voilà, par son enthousiasme, son énergie, m'a donné envie de rentrer plus précisément dans la police. Donc voilà les 2 personnes qui ont peut-être le plus compté pour moi, mais ce que je leur retrouve à toutes les 2, elles ont des caractéristiques identiques, mais voilà, c'est cette énergie, cette vivacité, cet optimisme aussi. Au ministère de l'Intérieur, on est des fois sur des problématiques qui sont quand même tristes. On traite de choses graves, que ce soit de la délinquance, que ce soit en gestion de crise, des événements marquants, tristes. Et je me suis toujours dit que pour travailler dans ce ministère, il fallait avoir quelque chose un peu de supérieur qui vous portait une certaine énergie, un optimisme qui vous pousse vers l'avenir. Sinon, c'est quand même une matière assez triste, même si elle est vraiment dans le quotidien des gens. Donc voilà, vous êtes utile vraiment dans le quotidien de nos concitoyens et ça, c'est chouette. Une dernière question. Vous êtes chargé de faire de la pédagogie sur des sujets assez épineux. On a vu par exemple, ou Clégon, on a vu par exemple que vous aviez parlé du sexisme dans la police. Quels sont vos ressentis en tant que femme, jeune et haut fonctionnaire? Alors jeune, plus complètement. J'ai passé la quarantaine. Non, moi sur ces questions de sexisme dans la police, mais on peut élargir à d'autres thématiques où l'institution policière peut être parfois interpellée à juste titre. Moi, souvent, je regarde un peu d'où on vient aussi et où on va. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup de chemin à faire encore. Par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, les choses étaient très différentes. Et donc, on va dans le bon sens. Des fois dans la douleur, il y a des événements qui sont des fois compliqués. Il y a eu un certain nombre de faits qu'il est important de dénoncer. Mais la communication, ça sert à ça aussi des fois. On dit le langage, c'est une action en fait, le langage. Et des fois, apposer des mots sur un état de fait, c'est important et ça permet de faire avancer les choses, d'accepter un état des lieux pour pouvoir transformer les choses. Depuis quelques années, énormément a été fait en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, notamment sur l'accueil. Après, il y a encore des situations qui peuvent être problématiques. Moi, aujourd'hui, je trouve qu'on a 2 combats au ministère de l'Intérieur. Celui du sexisme, et j'allais dire du sexisme ordinaire dans les relations de travail, mais comme ça peut être le cas dans plein d'institutions ou même dans la société en général. Ça, c'est un combat qu'il faut continuer à mener, clairement. Mais les générations changent et les jeunes générations souvent acceptent beaucoup moins de choses que d'autres générations ont pu accepter. Donc les choses se font aussi un peu naturellement, même s'il faut continuer à pousser. Et puis la lutte contre les discriminations de tout ordre qu'il faut continuer sur lesquelles il faut continuer à mettre l'accent. Moi, par exemple, dans mon ministère, je suis en train de me rendre compte qu'il y a peu de dispositifs qui existent pour les seniors. Et voilà, avec la réforme des retraites qui se profile, etc., être senior dans une institution où il y a au contraire parfois beaucoup de
de jeunisme, c'est pas forcément si simple. Donc on voit que sur la palette des discriminations, on parle beaucoup à juste titre du racisme ou du sexisme, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur la lutte contre toutes les discriminations. Et voilà, c'est des enjeux pour les mois et les années à venir. En parlant d'agisme, est-ce qu'on peut utiliser ce terme pour les seniors? Est-ce que du coup vous pensez que le numérique, qui peut être peut-être une barrière, est indispensable à la communication que vous faites ou que le ministère fait? Alors c'est un pilier, on ne peut plus faire aujourd'hui sans les réseaux sociaux dans une communication, elle est multivectorielle, multicanale. Après pour moi la barrière numérique elle n'est pas que générationnelle clairement. Oui, il peut y avoir plus de difficultés pour certaines personnes d'être sur ces réseaux sociaux-là, mais c'est aussi un état d'esprit. Les outils collaboratifs, par exemple, franchir le cap pour certains, ce n'est pas simple, quel que soit son âge. C'est les changements en règle générale qui peuvent être durs et c'est des caps à passer. Mais oui, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on marche sur plusieurs pieds et que les médias traditionnels sont importants, mais ils sont sans cesse bousculés par ce qui se passe sur Internet. Mais toute la société, si on prend, par exemple, le monde de la finance, le monde bancaire sur lequel on parle beaucoup ces jours-ci et se transforme en fait par les réseaux sociaux aussi. Donc on a vraiment un chamboulement de la société à cause et grâce aussi aux réseaux sociaux. Donc charge à nous de trouver ce qu'on va en faire de bien de ces réseaux sociaux et réguler tous les mauvais côtés que l'on voit au quotidien. Pour finir, une question sur le futur. Je vous souhaite évidemment pas que ça arrive demain, mais qu'est-ce qu'on fait après avoir été porte-parole du ministère de l'Intérieur? Il faut demander à mon chef ce qu'il va faire de moi. Non, mais on peut faire plein de choses en fait. On peut tout faire comme dans la vie en général. Je ne sais pas. Il y a plein d'autres choses à faire dans le monde de la communication. Il y a plein de choses que je n'ai pas faites dans mon métier de policier. Il y a le domaine du renseignement, l'intelligence en règle générale, l'intelligence économique, l'ingérence étrangère. Il y a plein de thématiques passionnantes. De plus en plus, il y a des métiers où on mêle en fait ce monde de l'information ou de la communication et puis une matière liée à la sécurité. Après, moi, j'ai aussi envie peut-être un jour d'aller dans le privé. Donc on verra où le vent me porte. Vous fermez aucune porte. Non. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas, puis je vous souhaite à tous une bonne continuation et voilà, surtout aller vers les horizons qui vous attirent et il y a plein de possibilités. Merci beaucoup. Merci beaucoup.